la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pas un slogan. Le discours est plus suffisant. Il faut que ça se transforme en acte. Je me suis déjà rendue à plusieurs reprises sur des homicides conjugaux. Et quand je me déplace cette fois-là, j'utilise ce terme féminicide, que c'est un féminicide suivi d'un suicide, parce qu'on est vraiment dans tous les curseurs du mécanisme de possession. Tuer pour ne pas laisser à l'autre sa liberté. On préfère tuer l'autre plutôt que de le laisser partir. Et il y a une nécessité absolue de casser cette image du crime passionnel qui vient en réalité invisibiliser le crime, invisibiliser l'auteur dans sa responsabilité, invisibiliser la victime dans le sens où elle serait au contraire responsable de ce qui lui arrive. C'est ce qui ressort un petit peu de l'affaire par exemple Gérard Depardieu. C'est la plus grande star du cinéma français rattrapée par le mouvement MeToo. Gérard Depardieu enchaînait les propos obscènes et sexualisés. Malgré la vingtaine de femmes qui témoignent d'agressions sexuelles subies, le monstre sacré Condamné ce matin à 18 mois de prison avec sursis. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de la Résilience. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Charlotte Béduet. Charlotte, bonjour. Bonjour Marie-Ève. Charlotte, est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditeurs et auditrices ? Oui, bien sûr. Alors, je suis magistrate depuis 18 ans, un peu plus de 18 ans maintenant. Je n'ai travaillé qu'au parquet, donc procureur de la République. J'ai commencé substitut à Toulouse, dans une ville avec quand même des enjeux importants en matière de violence. Et j'ai aussi travaillé dans des ressorts plus ruraux comme Albi, Castres. J'ai été nommée procureur de la République à Auch. Et je suis ensuite partie à Bastia, à la cour d'appel. Je suis revenue en métropole procureur de la République à Blois et je suis actuellement donc haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes et à la diversité au ministère de la Justice, puis ce sont des sujets que je porte en réalité depuis le début de ma carrière. Okay. Merci. Donc, comme vous le savez, Charlotte, dans cette émission, on parle résilience. Justement, pour vous, qu'est-ce que la résilience ? Alors, il y a plusieurs. La résilience, alors, c'est d'abord la résilience des victimes. Voilà, c'est comme ça que je l'aperçois. Et comment on peut être résilient et comment la justice peut aider à cette résilience. On subit quelques critiques qui sont assez ouvertes, notamment en ce moment, sur tout ce qui va être violence sexuelle, puis violence au sein du couple et violence intrafamiliale, avec cette notion que vous avez dû voir là, qui est en train de vraiment être dans les enjeux du débat sur la notion de victimisation secondaire. Donc comment on fait, et la justice peut-elle faire partie du parcours de résilience des victimes? Alors moi, de ma position, je vais vous dire que oui, puisque la justice, elle est là pour réparer des équilibres qui ont été brisés à un instant T. Et la place de la victime au sein du système judiciaire, elle a quand même beaucoup évolué au cours de ces dernières années, en décidant de lui faire vraiment une place entière et en essayant au mieux de l'accompagner depuis la plainte jusqu'à la condamnation quand elle intervient. Donc la résilience, c'est... Alors on pense souvent que finalement que quelque chose d'affreux vous rend exceptionnellement fort. Alors la résilience, c'est pas tout à fait ça, c'est justement la capacité à résister à ce que l'on a subi à un moment et avoir les ressorts pour se construire sans doute différemment de la personne qu'on aurait été si on n'avait pas vécu ce préjudice. Et justement, parce que vous en parlez, et j'avais une question prévue là-dessus, est-ce que vous pensez que la justice peut-elle, elle aussi, être résiliente ? Être elle-même résiliente dans le sens pouvoir se remettre en cause ou interroger ses propres structures. Oui, je pense fondamentalement. Puis là, la justice, elle a fait aussi un certain nombre de révolutions. On a vu ce qui s'est passé dans le cadre du Grenelle des violences conjugales, avec la nécessité finalement de réadapter notre regard, d'adapter nos lois, d'adapter l'accueil des victimes et la prise en charge des auteurs. Actuellement, on a maintenant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales dans tous les tribunaux et dans les cours d'appel, ce qui permet justement de décloisonner les informations et d'être sur une approche beaucoup plus globalisée de l'accueil, de l'accompagnement, de la détection des victimes et aussi de la prise en charge des auteurs pour éviter de la récidive. Donc c'est un exemple de capacité de résilience de la justice ou en tout cas d'adaptation pour mieux répondre aux réalités. Okay. Et justement, l'accompagnement des auteurs, vous le jugez suffisant actuellement ?
Alors, on a bien avancé. Si je fais le focus arrière, quand j'ai commencé en 2006, on est quand même maintenant sur des accompagnements qui sont beaucoup plus resserrés, qui peuvent justement intégrer à la fois toutes les dimensions, puisque là, moi, c'est plutôt les violences au sein du couple et les violences intrafamiliales, mais il y a beaucoup de choses qui se jouent, beaucoup de facteurs qui mènent à la violence, alors qui l'expliquent, mais qui la justifient pas, bien entendu. Mais dans de nombreuses affaires de violences conjugales, on a de l'alcoolisme qui ressort très régulièrement. Alors, l'alcoolisme, c'est pas ce qui entraîne le passage à l'acte, mais ça nous dit des choses de l'auteur. Quelqu'un qui est alcoolique, c'est quelqu'un qui a soit beaucoup de souffrance en lui et qui essaye d'y pallier à sa façon, donc très mal. Et c'est cette souffrance, souvent, qui va aussi générer le passage à l'acte. Donc, c'est comment on prend en compte tous ces facteurs dans le cadre d'une réponse judiciaire. On pratique aussi beaucoup plus ce qu'on appelle des déferments, pour pouvoir justement étayer les mises en cause avant l'audience, pour déjà être dans un début de parcours, des obligations de soins, des interdictions de contact qui protègent les victimes, à qui on donne des téléphones grave danger. Donc on essaye vraiment aussi de préparer l'audience et qu'on ait une prise de conscience de ces mises en cause qui arrivent aussi dans de meilleures dispositions au jour du jugement pour espérer une évolution. Ok. Merci. Donc, vous le disiez, vous avez été nommée haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes et à la diversité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement dans un ministère comme celui de la justice ? Alors, l'égalité, c'est un grand mot. Voilà. Égalité, diversité, lutte contre les violences, justement, ce ne sont pas que des mots. Ce n'est pas que des concepts, ce n'est pas des déclarations. L'égalité, elle se construit et elle s'incarne dans nos décisions, nos pratiques, nos politiques publiques. Moi, ces questions d'égalité, et si je suis à ma place aujourd'hui, là, en tant que haute fonctionnaire, c'est parce que ma vie personnelle, sans rentrer dans les détails, elle est venue percuter ma vie professionnelle. J'ai vu à l'œuvre des mécanismes qui enferment, qui entravent, qui écrasent, l'impossibilité d'en sortir. Et donc, ça a façonné très tôt mon regard sur les inégalités, sur la nécessité d'agir. C'est comme ça que je suis devenue magistrate, pour porter les valeurs républicaines, parce qu'on en revient aux valeurs républicaines, et que l'égalité, justement, fasse sens pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Et dans mon parcours professionnel, j'ai croisé des violences systémiques qui sont à l'œuvre, qui impriment des trajectoires de vie, des inégalités structurelles, des freins invisibles aux carrières des femmes, mais aussi aux personnes qui peuvent avoir des origines sociales et géographiques qui sont compliquées, justement, pour pouvoir, par exemple, intégrer la fonction publique, et justement des stéréotypes tenaces qui vont définir vos trajectoires de vie et de carrière. Donc, être au ministère de la Justice pour parler d'égalité, c'est pouvoir incarner toutes ces notions-là, les faire vivre dans le réel, agir sur le réel. La justice, c'est la seule vertu qui est incarnée par une institution, donc c'est quand même très fort. Et l'égalité, c'est vraiment la deuxième marche du perron suprême de notre devise. Si l'égalité elle vacille, la liberté, la fraternité, elle chancelle aussi, ça ne peut pas fonctionner. Donc le ministère de la Justice est au cœur de ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité. Justement, vous parlez de porter les valeurs de la République, et vous utilisez beaucoup le mot « incarner ». Justement, en quoi c'est important pour vous de porter ces valeurs ? Parce que ça fait immédiatement sens. C'est pas la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est pas un slogan. On doit, quand je parle d'incarner, c'est que le discours est plus suffisant. Il faut que ça se transforme en acte. Voilà, moi j'interviens beaucoup là. Je vais dans les territoires, justement parce que l'idée, c'est que l'égalité, ça ne doit pas être qu'un concept, et éventuellement d'ailleurs un concept, vous voyez, parisien, etc. Mais c'est d'aller imprégner tous les territoires et de faire en sorte, justement, parce que les inégalités territoriales existent, les inégalités sociales existent, c'est comment on fait concrètement sur le terrain, en allant voir ce qui s'y passe, pour essayer de résoudre le plus possible ces questions d'inégalité. Alors, c'est très ambitieux, voilà, mais c'est aussi l'ambition du ministère de la Justice d'essayer de faire au mieux.
Vous avez été la première à utiliser le terme féminicide, donc dans un contexte judiciaire. Et, qu'est-ce que ce mot est venu bousculer ? Alors, quand j'utilise ce terme, on est un petit peu avant le Grenelle des violences conjugales. Je me suis déjà rendue à plusieurs reprises sur des homicides conjugaux, donc ça laisse quand même des traces, hein. Ça vous laisse pas... Ça vous laisse intact, mais il y a quand même des choses qui se jouent, hein, à titre personnel. Et quand je me déplace cette fois-là, spontanément, parce qu'on me pose la question, il y a un journaliste à ce moment-là, et j'utilise ce terme féminicide, que c'est un féminicide suivi d'un suicide, parce qu'on est vraiment dans tous les curseurs du mécanisme de possession. Avec un passage à l'acte, tuer pour ne pas laisser à l'autre sa liberté, quoi. On préfère tuer l'autre plutôt que de le laisser partir. Et encore, on parle beaucoup de ce fameux crime passionnel, et il y a une nécessité absolue de casser cette image du crime passionnel qui vient en réalité invisibiliser le crime, invisibiliser l'auteur dans sa responsabilité. Voilà, et invisibiliser la victime dans le sens où elle serait au contraire responsable de ce qui lui arrive. Donc je l'utilise parce qu'il me semble que c'est nécessaire de bien nommer les choses, mais comme on parle d'infanticide, voilà, et que nommer la réalité, ça permet aussi de faire évoluer les pratiques. Voilà. Alors à l'époque, j'ai pu être même bousculée sur l'emploi de ce terme parce qu'il était ajuridique, et aujourd'hui finalement on l'utilise beaucoup plus de manière très spontanée. Et donc derrière un féminicide, comme vous le dites, donc il y a un meurtre, évidemment. Mais vous venez d'en parler, il y a une montée de la violence avec l'emprise, le contrôle coercitif. Il y a des appels à l'aide qui sont ignorés aussi. Comment mieux détecter avant qu'il ne soit trop tard ? Alors c'est un vaste sujet. Déjà, la question de la détection, c'est la question dont on parle depuis maintenant plusieurs années, cette fameuse libération de la parole. Voilà. Et tout ce qui va être ensuite signaux faibles. Parce qu'on est aujourd'hui dans une société où la parole est sans doute un peu plus facilitée. Pour autant, il y a quand même encore beaucoup de victimes qui se taisent parce que, tout simplement, la peur et la honte précèdent toujours le silence. Voilà. Donc quand on a des victimes qui n'arrivent pas à parler, c'est pouvoir être attentif à tous ces signaux faibles. Voilà, ce serait très long de vous les décrire pour nous, en tant que témoins, pouvoir justement intervenir, en tout cas saisir justement les services de police et de gendarmerie pour qu'ils puissent agir. Ensuite, la détection, c'est aussi une question de maillage territorial, c'est-à-dire qu'il faut que tous les acteurs qui travaillent en matière de violence conjugale et plus largement de violence intrafamiliale puissent être coordonnés entre eux pour se passer les bonnes informations. Les services sociaux qui prennent en charge une femme et des enfants, qui peut-être perçoivent des choses, qui vont le signaler à la police ou à la gendarmerie, de co-construire des réunions ensemble. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup fait quand j'étais procureur, en mettant en place des copiles ou des groupes locaux de traitement en fait, de ce type de délinquance-là, comme on fait par exemple pour les stupéfiants. Ça s'applique aussi aux violences conjugales, pour être dans le partage d'informations, parce que si on partage l'information, on peut détecter des situations qui, par ailleurs, seraient passées sous les radars. Comment vous avez fait, Charlotte, justement, pour passer... pour vous protéger ? Alors, se protéger, c'est une nécessité, parce que sinon, on n'est plus un bon professionnel. Voilà. Après, on n'est pas des robots. Je ne suis pas un robot, aucun et aucune des collègues avec qui je travaille ne sont des robots, on n'est pas là avec le cœur en dehors, à pas avoir d'émotions. Bien entendu qu'on en a. Ensuite, il faut pouvoir les contenir pour revenir faire le travail de manière objective, justement aussi en ne se laissant pas imprégner par ses propres émotions ou par ses propres biais, parce qu'on peut en avoir. Après, forcément que ça reste. Hein. Je pense régulièrement à certaines victimes ou à certaines familles de victimes à qui parfois j'ai pu échanger après les audiences. Donc c'est quelque chose qui reste et qui vous façonne. Mais c'est ce qui fait que les magistrats et les magistrates sont aussi des personnes profondément humaines. Lors de mes séances de coaching, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent et qui me parlent surtout du parcours du combattant judiciaire. Qu'est-ce qui doit changer, selon vous, dans ce parcours pour alléger
ce poids ou cette crainte qu'ont parfois les femmes à aller porter plainte ou à entamer des procédures? Alors, déjà en soi, il existe une violence institutionnelle. Ça, c'est une évidence. Elle existe pour les victimes parce que dès lors qu'on vient parler de l'intime, là on n'est pas sur un vol de carte bleue, vous voyez. Enfin, on parle vraiment de choses intimes, donc c'est difficile de parler de ce qui vous est arrivé dans l'intimité, quand quelqu'un d'autre a fait effraction dans votre corps, ou quand vous avez subi des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. C'est très difficile de mettre des mots. Et puis surtout, ce que vous allez dire devient... Alors, vous êtes amené à le répéter, donc là il faut faire en sorte aussi de le répéter le moins possible pour qu'on n'ait pas cette victimisation secondaire dont on parle aujourd'hui de manière un peu plus régulière dans le débat. Mais ce que vous allez dire, techniquement, c'est ça qui est terrible, ça devient une déclaration dans un dossier qui va être confronté aux autres éléments de preuve du dossier. Donc les victimes aussi, elles ont l'impression d'être dépossédées de leur histoire. Voilà. Donc ça, c'est compliqué pour elles. Donc la seule solution, parce qu'on a aussi besoin de leur parole, sinon on ne peut pas avancer, c'est d'arriver toujours à optimiser la façon dont on les accompagne, dont on les rassure. On utilise souvent le terme on ne nous croit pas en tant que victime. Alors, ce terme, il est délicat parce que moi, je suis soumise à une règle de preuve et au principe de présomption d'innocence. Voilà. Donc je dois prouver, je ne dois pas simplement croire. Mais par exemple, dans ma pratique, il m'est arrivé quand je classais des affaires sans suite, parce que je n'avais pas la preuve, mais que j'étais convaincue que c'était arrivé, ça arrivait assez régulièrement. Je recevais les victimes, parce que je trouve que c'est très violent d'envoyer un courrier comme ça, sans explication, pour leur dire pourquoi j'avais classé. Ce n'est pas parce que je ne les croyais pas, mais que j'avais une difficulté de probatoire. Alors, je ne sais pas quel est le résultat pour ces victimes, mais moi, j'estimais nécessaire de devoir le faire. Il faudrait qu'on puisse le généraliser, mais ensuite, ça pose des problèmes de moyens sur lesquels là, on ne va pas revenir. Mais c'est comment on arrive justement à faire en sorte un peu de protéger les victimes de ce parcours qui, de toute façon, est tout de même très intrusif. Vous parlez de victimisation secondaire. Je pense que nos auditeurs ne sont pas tous au fait sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors, la victimisation secondaire, quand vous êtes victime d'une infraction, vous êtes atteinte ou atteint dans votre chair et vous subissez un préjudice. La victimisation secondaire, c'est un préjudice qui est distinct de celui que vous avez subi du fait de l'infraction. C'est justement le préjudice qui naît de la façon dont les institutions ou la société peut vous traiter. Voilà. C'est ce qui ressort un petit peu de l'affaire, par exemple, Gérard Depardieu, avec une décision qui est motivée sur la notion de préjudice secondaire, avec des magistrats qui ont relevé des propos tenus dans le cadre de cette audience, par exemple par la défense, qui n'était pas nécessaire à la défense du client, et qui a créé un préjudice supplémentaire pour les victimes. Bon exemple. Merci. Charlotte, quels sont aujourd'hui, selon vous, les plus grands freins à l'égalité dans les institutions judiciaires? Alors, au sein de l'institution, alors je pense que le premier frein, en tout cas, c'est tout ce qu'on ne perçoit pas, c'est-à-dire tous nos biais professionnels. On en a tous, voilà. Moi aussi, j'en ai. Et je suis très attentive à ce qui pourrait justement induire une erreur de jugement. Donc l'idée, c'est aussi de vraiment être bien formé, ce que fait le ministère de la Justice. On forme régulièrement nos agents et nos agentes. Hier, j'étais par exemple à la Cour d'appel de Paris sur un colloque qui était en lien avec la journée de lutte contre l'homophobie, la transphobie, la biphobie, parce que ça aussi, ça fait partie de mon portefeuille d'autres fonctionnaires à l'égalité. Et j'ai évoqué tous les biais et les stéréotypes
qui existent à l'endroit des personnes homosexuelles, lesbiennes ou en situation de transidentité, en ayant le sentiment finalement d'enfoncer des portes ouvertes. Mais là où c'était évident, finalement, ça a permis justement d'interroger le public sur oui, j'avais pas pensé à ça, mais elle a raison. Donc c'est vraiment, je pense que le premier frein, ce sont les biais, nos propres biais, nos propres perceptions. Arriver vraiment à sortir de nos propres perceptions. Et ensuite, c'est vraiment arriver à demeurer au sein de l'institution judiciaire un corps très diversifié qui puisse être à l'image de la société qu'elle sert. Après, les biais, c'est l'histoire de la vie, en fait. Hein. Oui, ouais. Tout à fait. On est tous un petit peu cheminés par nos biais. Charlotte, comment faire cohabiter deux mondes ? Donc celui des lois écrites, celui des vécus, souvent tués, des victimes de violences ou de discrimination, justement. Alors pour moi, il n'y a pas deux mondes. D'accord. Il y a un monde. Et la justice, elle fait partie intégrante de ce monde-là. C'est ce que je vous ai dit au début. La justice, elle est là pour réparer des équilibres qui ont été brisés à un instant T, et elle est là pour assurer la paix sociale. Donc elle n'est pas en dehors de la société, ni à côté. Après, l'idée, c'est comment justement on répond mieux à ces enjeux de société-là. Les dossiers qu'on traite, là je parle de dossiers, ce sont des trajectoires individuelles, le plus souvent d'hommes qui sont passés à l'acte et le plus souvent de femmes et d'enfants qui ont été victimes. Mais là, on est au-delà vraiment des trajectoires individuelles. C'est aussi ce que dit la justice socialement à travers toutes ces affaires individuelles, et comment on rappelle une fois encore quelles sont nos valeurs au sein de la République, d'inclusivité, de respect et d'absence de violence. Et pour moi, il n'y a pas deux mondes à part. Et c'est ça qui est un peu terrible, c'est peut-être le sentiment, effectivement, pour les justiciables ou pour le citoyen et la citoyenne, qu'on peut être dans deux mondes parallèles, parce que ça, c'est faux. On est pleinement au sein de la société. Dans les prétoires, les mots comptent, mais parfois, ce sont les silences qui disent tout. Justement, comment on les entend, ces silences-là, quand on est magistrate ? Alors, le silence, moi, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé en particulier quand j'étais en poste à Bastia. Et donc, j'ai requis en première instance, dans le cadre du féminicide de Julie Douib, qui a été l'homicide qui a démarré, en tout cas, ça a été l'électrochoc pour démarrer le Grenelle des violences conjugales. Et au cours de mes réquisitions, je me suis arrêtée de parler pendant plus d'1 minute. Voilà. Et dans la salle, il y avait un silence de plomb. Et quand j'ai repris la parole, j'ai expliqué au juré pourquoi je m'étais arrêtée de parler. Parce qu'on est sur une scène de meurtre qui dure 4 minutes. Voilà. Où Julie, de manière certaine, quand on lit le dossier, on sait qu'elle s'en sortira pas parce qu'il avait décidé de la tuer. Et c'était pour expliquer au juré qu'on a l'impression que 4 minutes, c'est très court. Et en réalité, c'est très long. Voilà. C'est très long. Et en m'arrêtant 1 minute ou 1 minute 30 de parler, je voulais leur montrer que l'auteur des faits aurait eu tout le temps de revoir justement sa volonté de passage à l'acte, qu'il aurait pu revenir en arrière pour que ça n'advienne pas, et que son passage à l'acte correspondait à un vrai choix. 4 minutes, c'est très très long. Ah oui. Voilà. Donc le silence, et aussi le silence d'une victime à la barre, pour être aussi régulièrement aller aux assises sur des viols, etc. Ce sont vraiment des choses qui font sens. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les silences. À l'inverse, et je l'ai évoqué aussi dans mes réquisitions pour Julie, on était dans un dossier où on n'a peut-être pas su l'écouter. Voilà. Parce que dans ces silences, au stade de l'enquête, elle a voulu dire beaucoup de choses et on n'a pas su l'écouter, l'entendre, la mettre en confiance sans doute pour qu'elle arrive vraiment à livrer toute l'histoire qu'elle subissait. Voilà. Donc le silence a plusieurs, vous voyez, dimensions et possibilités dans la façon dont on l'apprend.
Non, mais c'est très fort, hein, ce coup des 4 minutes, là. Vraiment. Est-ce que il y a une histoire, peut-être celle de Julie d'ailleurs, où vous vous êtes dit je sais pourquoi je fais ça et il faut que j'aille encore plus loin? Alors, tous les jours, je sais pourquoi je fais ça. Je suis absolument convaincue par ce que je fais. Et si on n'est pas convaincu, faut arrêter. Voilà. Aller plus loin, je ne sais pas. Enfin, moi, vraiment, ma ligne de crête, c'est la loi. Faire en sorte que la loi soit appliquée, soit la même pour toutes et tous, et qu'elle protège. Mais je pense être allée... je suis très investie sur ces thématiques depuis 18 ans, donc je pense que je vais très loin au bénéfice des victimes, mais aussi au bénéfice des auteurs, dans le sens pour faire en sorte d'éviter au mieux la récidive. Voilà. Et pour cela, ça suppose de les prendre correctement en charge. Voilà, de les sanctionner. Et de les prendre correctement en charge pour éviter cette récidive. Et à contrario, justement, est-ce que justement il y a une histoire qui vous a dit non mais là j'en peux plus en fait, c'est trop dur? Non, je me suis jamais, non, j'ai jamais. Enfin, c'est dur, oui, parfois c'est dur, mais c'est dur de ma position de professionnelle, mais très rapidement il faut se dire pour les victimes alors. Voilà, enfin c'est le plus dur, c'est pour les victimes, hein, parce qu'après c'est une vie entière à vivre avec ce qu'on a subi. Voilà. Donc finalement, ma position, elle est secondaire, mais j'ai jamais eu... L'idée de baisser les bras ne m'a jamais traversé l'esprit. Je vous rejoins. Parce que moi, ça a un autre niveau, hein, puisque moi, mon premier métier, c'est policière. Donc, les femmes, j'en ai reçu qui m'ont exposé des faits. Je suis aussi allée sur des scènes comme vous. Mais moi, je suis le premier maillon de la chaîne, celui d'après. Et c'est vrai qu'au contraire, je me suis toujours dit, non, mais en fait... je sais pourquoi je me bats et je sais pourquoi je fais cette reconversion et je sais pourquoi je fais ce podcast justement pour toujours aller plus loin et donner de l'espoir et expliquer ce qui se passe vraiment parce que il y a des prises de conscience aussi. Hein. Puis on a bien évolué. Enfin, oui. Si on prend récemment, on a quand même un documentaire qui était très intéressant sur l'affaire Bertrand Cantat. Elle arrive après. Bon, il me semble qu'on peut mesurer justement combien nous avons évolué au sein de la société, puisqu'on parlait justement du terme féminicide tout à l'heure. On est passé d'un crime passionnel qui venait excuser l'auteur à des données aujourd'hui qui sont quand même différentes. Et la justice a aussi progressé sur son traitement. Donc c'est pas rien. Si on se retourne un petit peu, on peut admettre qu'on a quand même parcouru un sacré chemin. Alors le chemin est encore long, mais il faut se dire qu'on a beaucoup avancé. Certes. Déjà, on le voit avec la condamnation de Gérard Depardieu. C'est déjà ça. Même si, après, chacun pense ce qu'il veut de la peine, mais en tout cas, il y a eu condamnation. Et c'est déjà, je pense, énorme. Mais quand on parle quand même de l'affaire Cantat, moi, je ressens quand même un petit manque, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on a eu Marie Trintignant, il y a eu Christina derrière, et puis finalement, Bertrand Cantat, il fait toujours des concerts. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on aurait pu réouvrir l'affaire. D'ailleurs, il y a Yael Mellul qui est sur. Oui, sur Yael, elle est très engagée sur la notion de suicide forcé. Elle a beaucoup œuvré pour cette horreur-là. Oui, alors déjà, Bertrand Cantat, il n'a pas été jugé en France aussi. Non, c'est une donnée un petit peu particulière. Mais moi, mon prisme, c'est plutôt de dire, parce qu'évidemment qu'il y a des manques, je suis bien d'accord avec vous, mais mon prisme, c'était plutôt de dire que quand on voit ce documentaire et qu'on voit où on en est aujourd'hui, bien sûr, on a quand même beaucoup évolué. Bien sûr. Voilà. Ensuite, c'est toute la notion de peut-on séparer l'homme de l'artiste, etc., qui est un sujet encore plus large, mais qu'on pourrait transposer à plein de choses, parce qu'on est aussi pétri, vous voyez, de stéréotypes ou d'idées préconçues. Je peux aussi vous prendre l'exemple de mauvais mari mais bon père. Ah oui. Vous voyez, on a toutes ces dichotomies. Où il faut nécessairement se positionner. On parle beaucoup d'intersectionnalité aujourd'hui. Est-ce que vous l'intégrez dans votre approche, justement, de la diversité et de l'égalité? Toujours. Oui, toujours. On
on a de toute façon, moi, j'ai des tas d'exemples d'hommes et de femmes qui cumulent en réalité des phénomènes de domination qu'ils subissent. Voilà, si vous êtes une femme, c'est pas pareil si vous êtes une femme et que vous êtes d'origine étrangère, c'est pas pareil si vous êtes une femme d'origine étrangère, femme de ménage. Voilà, donc il y a des cumuls de fragilité et donc des cumuls en regard de domination qu'on doit impérativement prendre en compte. Après, là où il faut aussi faire attention, c'est qu'il ne faut pas intégrer de hiérarchie. Voilà, dans les douleurs et dans la façon d'appréhender chaque situation. Mais oui, ça fait partie. De toute façon, on ne peut plus faire autrement. Sinon, on est dans des regards qui sont très fragmentés, des situations. Et donc, on n'est pas bon sur la réponse judiciaire. Donc justement, dans votre rôle, vous devez convaincre, mobiliser et impulser. Comment vous y prenez-vous pour faire changer cette culture qui est tellement ancienne de la justice ? Alors, la justice, c'est d'abord une institution, donc c'est important qu'elle conserve tous ses codes. Voilà. Après, la justice, c'est quand même une institution moderne, si vraiment on s'y intéresse et qu'on la voit de l'intérieur, avec des personnes au parcours très diversifié, contrairement à ce qu'on pense, venant d'horizons professionnels assez différents. Donc, voilà, moi je pense que c'est plutôt d'être vraiment dans l'action et pas que dans le discours pour pouvoir changer la donne éventuellement de nos pratiques. Mais je vois pas en fait la justice, moi, comme une vieille dame avec une canne. Voilà, je la vois plutôt comme une incarnation très moderne, en prise avec la société et ses mouvances. Quelle est votre plus grande fierté depuis votre prise de fonction ? J'en ai pas. J'aime pas parler de fierté en réalité. Moi, je me suis inscrite dans un parcours de magistrate pour des raisons personnelles. C'est venu vraiment entrer en cohérence, là, pour le coup, avec mon parcours professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, je suis à ma juste place par rapport à ce que je souhaite porter et l'image du ministère aussi que je veux porter aussi. Je parlerai pas de fierté parce que ça renvoie à un parcours professionnel. Et moi, je veux vraiment représenter l'institution. Ok. Est-ce que vous sentez une volonté politique réelle aujourd'hui de transformer justement en profondeur ces questions d'égalité et de diversité dans la justice ? Dans la justice, oui, les choses bougent. Alors nous, par exemple, au ministère de la Justice, en tout cas pour ce qui est du fonctionnement interne, on a quand même signé un accord très ambitieux d'égalité professionnelle 2024-2026 avec des tas d'objectifs à atteindre pour déjà au sein de notre institution faire respecter ces principes d'égalité. Donc on est quand même en avance. On a un ministère qui a aussi des labels. AFNOR, égalité diversité. Donc on a quand même une volonté, oui, ministérielle et politique de faire bouger les lignes. Et justement, dans ce parcours, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu une résistance ou une parole qui vous a fait douter ? Alors, il y a des discours, parce que forcément, il y a toujours des discours qui peuvent être inquiétants. Voilà. Après, le tout, c'est d'arriver à y répondre avec des éléments objectifs, des éléments donc factuels. Voilà. Ensuite, la notion de doute. Alors, moi, j'ai pas de doute sur ce que je fais. Voilà. Par contre, je doute beaucoup de moi-même, mais ça, c'est important. C'est-à-dire, je doute beaucoup pour éviter d'être dans l'erreur professionnelle ou d'être prise par mes propres biais professionnels. Donc, le doute, c'est important parce que la certitude, c'est ce qui entraîne de mauvaises décisions. Il ne faut jamais être totalement... Il faut faire attention, il faut toujours se réinterroger dans son exercice professionnel. Mais par contre, j'ai jamais douté de ce que je fais dans mon quotidien. Je ne sais pas si je réponds tout à fait aux questions. Mais... Bien sûr. Quand on est en responsabilité comme vous l'êtes, on porte des décisions qui peuvent tout changer dans une vie. Comment vous vous protégez de ça ?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est obligé de se protéger parce que sinon, à un moment, on est dans l'autodestruction et on n'arrive plus à justement être un bon professionnel. Donc, comment je me protège? Alors, j'ai déjà une vie familiale qui est, qui est plutôt, qui m'aide et qui me cadre, justement. Donc, ça, c'est important. Ensuite, c'est quelque chose de très personnel et de très intime sur la façon dont on se protège. Voilà. Oui. Bon, des fois, je ne me protège pas toujours parce qu'il y a vraiment des parcours qui font écho. Mais je pense que c'est le cas de nombreux professionnels. Vous avez des parcours ou des situations qui vous renvoient aussi à votre propre vie ou vos propres difficultés. Donc l'intérêt, c'est justement d'y faire très attention pour ensuite ne pas être dans l'erreur professionnelle de jugement. Mais c'est un travail du quotidien d'arriver à se protéger de ce que l'on voit et de ce que l'on observe. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier paramètre, c'est à chaque fois, moi je pense à ce qu'ont subi les victimes et de me dire, mais elles, comment elles se protègent? Oui. Donc mon premier rôle, c'est d'arriver à les protéger et faire autant que possible, faire partie du parcours de résilience. Et justement, quand on se dit, tiens, si je prends cette décision-là, ça va changer une vie. Est-ce que justement cette question-là, vous la posez, vous y pensez, ou non, vous êtes très, entre guillemets, factuel, la loi, le contexte On a tous conscience au sein du ministère, alors je ne sais pas si les collègues voudraient que je les englobe, mais on a tous conscience et toute conscience du poids de nos décisions. Voilà, quelle que soit la décision. Bien sûr. Quand on classe ensuite, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, pouvoir expliquer à ce qu'on considère être comme des victimes qu'on ne pourra pas aller au bout de la procédure parce qu'on a des difficultés de preuve. Donc on a tous conscience du poids de notre décision. Ensuite, ces décisions, on les prend dans le respect du Code de procédure pénale. C'est simplement ça. Les chiffres, Charlotte, descendent jamais. On est toujours sur à peu près 230 000 femmes victimes de violences conjugales depuis des années. Et puis une femme qui meurt tous les 3 jours. Après, Ernestine Ronay nous donne d'autres chiffres avec le suicide forcé et tout ça. Comment vous expliquez que ces chiffres, malgré toutes ces avancées, malgré toutes ces prises de parole, la libération de la parole, malgré tout ce qui se passe, que les chiffres ne bougent pas? Alors, moi, je pense même que les chiffres augmentent des violences, mais que c'est un effet miroir du fait qu'on parle plus. Parce qu'on a aussi une violence qui, pendant des années, a été beaucoup tue. Donc, il faut aussi se dire que la libération de la parole, et c'est vraiment très bien, ça génère aussi plus d'affaires. Donc, c'est pas forcément un prisme négatif. Je dis pas qu'il y a que ça. Voilà, la violence, elle existe. Il faut qu'on arrive encore à améliorer notre façon de détecter, d'accompagner et de traiter. Mais pour autant, je suis convaincue aussi, et c'est heureux, que de dire aux victimes, même le phénomène MeToo, etc., ça a généré des prises de parole qui, jusqu'à présent, étaient, il y a quelques années, étaient encore tues. Voilà. Donc les chiffres aussi, faut arriver à les manier avec beaucoup de précautions. Si vous aviez un message à adresser aux femmes justement qui nous écoutent et qui n'osent pas porter plainte, qui n'osent pas parler, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Bon, déjà que je les comprends. Voilà. Ça, c'est... je l'ai dit, je sais que tout ce qui précède le silence, c'est vraiment cette peur et cette honte. Donc, leur dire que malgré leur fragilité, elles sont fortes. Voilà. Et que prendre la parole, c'est aussi une façon de se réapproprier son propre parcours, sa propre vie et sa propre capacité de décision. Alors, je sais que c'est dit comme ça, que ça paraît très difficile quand on est prise dans des situations où on ne peut pas s'en aller. Mais je crois que c'est important qu'elles puissent l'entendre. Voilà. Parler, c'est aussi pouvoir reprendre la maîtrise de sa propre vie et le contrôle de sa propre trajectoire, même si ce n'est pas suffisant. Mais voilà, je comprends la peur qui peut exister justement à parler, parce que c'est la peur de ne pas être cru, la peur d'être culpabilisé. On est dans une société qui peut être aussi encore très culpabilisante. Leur redire que cette culpabilité, c'est une seconde peau qui ne doit pas être la leur.
voilà. Mais que parler libère, voilà. Parce que sinon, ça reste coincé. C'est des cris au fond de l'âme qui restent coincés. Des cris au fond de l'âme. Et vous restez avec ça. Et de ne pas parler vous enferme dans une grande solitude. Voilà. Donc, et parler à qui, du coup, alors? Parce qu'aller porter plainte directement, c'est pas possible. On a quand même beaucoup évolué sur la prise en charge des victimes. Quand j'étais procureure de la République, j'expliquais vraiment aux enquêteurs qui travaillaient avec moi et de manière générale aux services de police et de gendarmerie que l'accueil d'une victime, tout se joue dans les 10 premières secondes. Ouais. Si vous ratez ces 10 premières secondes, la victime elle repart avec son histoire et on ne pourra pas la protéger. Donc, d'inviter les victimes à se présenter dans un service de police ou de gendarmerie, c'est déjà un conseil qu'on doit leur donner. On ne peut pas leur dire c'est pas possible. Leur dire aussi que le dépôt de plainte en soi, c'est pas non plus une obligation. On a des tas de femmes victimes, vous devez le savoir encore mieux que moi, qui acceptent d'être auditionnées sans pour autant déposer plainte. Il y a quand même une différence, voilà, parce Tout à fait. donc ça me paraît très important. Ensuite, voilà, il y a tout un maillage territorial. Il y a des associations de victimes, il y a des associations d'aide aux victimes vers qui elles peuvent se tourner et qui peuvent l'aider justement à enclencher le parcours judiciaire. Qui peuvent aussi aller avec elles. Il y a Et qui des peuvent aller associations avec qui se elles. déplacent. Il y a des avocats et des avocates Aussi. là, qui peuvent conseiller. On a plusieurs voies, mais c'est justement la capacité à employer cette voie qui est compliquée. C'est pour ça de redire aux femmes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas de parole, on ne peut pas savoir et donc on ne peut pas protéger. Voilà. Et je sais qu'en même temps que je dis ça, la critique qu'on me fera, c'est oui, mais vous classez des tas de dossiers sans suite. Et c'est vrai. Mais les chiffres sont effarants. oui, mais la réalité, c'est que si on n'a pas de parole, il est certain qu'on ne pourra pas protéger. On ne pourra rien faire. Voilà. Et c'est vrai que je vous rejoins au niveau de la formation. On est beaucoup plus... alors je dis « on », parce que là, du coup, je prends ma casquette de policière. Et c'est vrai qu'on me demande beaucoup plus de former les policiers. Il y a beaucoup... Enfin, moi, je me souviens, j'ai commencé il y a 30 ans. Hein. Donc, en 30 ans, vous imaginez la différence. Et c'est vrai que la prise en charge, c'est quand même amélioré. On ne peut pas toujours jeter la pierre aux institutions parce qu'elles font comme elles peuvent. Il y a tellement d'agents, il y a tellement de réalités de terrain aussi qui font que c'est pas forcément disponible aussi pour de la formation. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté ces dernières années qui avait pas. Et déjà, la volonté fait beaucoup. Et la volonté, elle fait beaucoup. Elle fait beaucoup, exactement. Mais écoutez, Charlotte, merci. Merci à vous.